à tous, j'espère que vous n'êtes pas trop épuisés après la pause déjeuner, je vais essayer de vous garder réveillés. Donc tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs, en particulier Sébastien et Alexandre pour m'avoir invité. Donc moi, je m'appelle Marie Nougier et je travaille pour une organisation qui s'appelle International Drug Policy Consortium. Donc, on est un réseau international d'ONG, on est basé à Londres. Et notre objectif, c'est de promouvoir des politiques des drogues qui soient basées sur les preuves de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, mais aussi qui soient basées sur les droits humains, les thématiques de santé, de développement, de sécurité. Et donc, du coup, ces dernières années, on a pas mal travaillé aux Nations Unies. Donc, aux Nations Unies, il y a toujours une espèce de déconnexion entre les problématiques de terrain, les preuves, et la bureaucratie qui se passe au niveau de l'ONU. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau international en ce moment. On est à un moment assez important au niveau de l'ONU en tant que stratégie contre la drogue. Donc, c'est important de se poser un peu les questions de comment est-ce que le système fonctionne et comment on peut l'influencer, mais aussi comment est-ce que le cadre national influence le cadre international et vice-versa. Donc, on a beaucoup entendu parler du cadre international de contrôle des drogues, mais qu'est-ce que c'est ? Donc, le régime international de contrôle des drogues, il est basé sur 3 conventions internationales qui ont été adoptées. Donc, la première en 1961, qui était principalement centrée sur les substances à base de plantes, donc cannabis, cocaïne, héroïne. La convention de 1961 est beaucoup plus basée sur les substances synthétiques. Et la convention de 1988 qui est centrée sur la criminalité organisée liée aux marchés illégaux de drogue. Donc ça, c'est le régime international de contrôle des drogues. L'objectif, à l'époque, il était double. Le premier, c'est d'interdire l'offre et la demande à des fins non médicales. Et le deuxième, qu'on oublie très régulièrement, c'est d'assurer l'accès aux substances qui sont contrôlées internationalement à des fins scientifiques et médicales. Donc, par exemple, l'accès à la morphine, l'accès à la méthadone, etc. Et donc, l'objectif vraiment beaucoup plus large, c'était de protéger le bien-être de l'humanité. Ce qui est intéressant avec ces conventions internationales, c'est que presque tous les pays du monde les ont adoptées et ratifiées. Donc ça veut dire qu'on parle souvent du consensus de Vienne. Vienne, pourquoi ? Parce que toutes les agences de l'ONU qui sont centrées sur la thématique drogue sont basées à Vienne. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de consensus de Vienne. Le problème, c'est que ces conventions internationales, elles ont vraiment été interprétées depuis une cinquantaine d'années comme des instruments qui promeuvent une guerre contre la drogue. Donc une approche très répressive, très prohibitionniste. Et cette approche a été cristallisée dans la stratégie actuelle de contrôle des drogues au niveau de l'ONU, qui a été adoptée en 2009 et qui s'appelle la Déclaration politique et le plan d'action sur la drogue. Et donc en 2009, l'objectif était clair, c'était d'éradiquer les marchés ou au moins de réduire sensiblement l'ampleur des marchés au niveau international. Depuis, donc l'objectif c'était d'ici 10 ans. Donc entre 2009 et 2019, on allait atteindre un monde sans drogue. D'accord ? Donc après, entre-temps, on a eu, je pense que certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler, on a eu une UNGAS sur la drogue. Donc une UNGAS, c'est une session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc c'est des sessions qui sont rares et qui sont organisées sur des thématiques critiques urgentes. Donc il y a eu une session sur la drogue en 2016 parce que les gouvernements ont commencé à se rendre compte que vraiment la politique punitive ne fonctionnait pas, qu'il y avait des effets dévastateurs sur les populations et donc il fallait un débat urgent. Le problème, c'est que donc à cette UNGAS, il y a eu un débat sur les conséquences négatives de l'approche punitive, mais il n'y a pas eu une réelle remise en considération du système punitif. Donc maintenant, on arrive à fin 2018. Donc où est-ce qu'on en est sur l'atteinte des objectifs qui avaient été établis en 2009 ? Donc ça, c'est la question que chacun se pose. Et le problème, c'est que l'ONU, pour le moment, donc on est en octobre 2018, et l'ONU n'a fait aucune évaluation complète de l'impact que la déclaration politique de 2009 a eu au niveau international. Donc, on ne sait pas l'impact vraiment que le système international de contrôle des drogues a eu.
alors que les gouvernements doivent se retrouver donc dans quelques mois pour établir une nouvelle stratégie pour les 10 années à venir. Donc on a trouvé ça très problématique et à l'IDPC, on s'est dit, eh ben, si l'ONU ne le fait pas, pourquoi est-ce que la société civile ne le ferait pas? Donc on a rédigé un rapport sur l'impact des 10 dernières années dans le cadre des politiques des drogues. Donc c'est un rapport qui va être lancé lundi prochain à l'ONU. Donc je pense que ça va faire pas mal de vagues, mais on va voir. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le contenu de la déclaration politique de 2009, action par action, et on a évalué quel était l'impact et quels étaient les progrès qui avaient été réalisés depuis 2009, mais pas juste dans le cadre de est-ce qu'on a atteint un monde sans drogue. On a essayé d'évaluer ça vis-à-vis des grandes priorités de l'ONU. Et les grandes priorités de l'ONU, c'est pas forcément juste éradiquer le contrôle le marché des drogues. C'est protéger la santé, protéger les droits humains, atteindre la paix et la sécurité et promouvoir le développement. Donc quand on a fait notre analyse, c'est un peu ce genre de choses qu'on a regardé. Donc voici une avant-première du rapport qui va être publié la semaine prochaine. Et donc, tout d'abord, on a regardé où est-ce qu'on en est dans l'objectif d'éradiquer les marchés des drogues. Eh bien, c'est pas très brillant quand on regarde les nombres. Donc, on a regardé principalement les chiffres qui sont énoncés par les Nations Unies, donc entre 2009 et 2018. Ce qu'on a vu, c'est que pour ce qui est de l'offre, il y a une augmentation de la culture de coca, de cannabis et d'opium. Et vous voyez là, en particulier, la culture d'opium a énormément augmenté de 130% depuis 2009. Pour ce qui est des nouvelles substances psychoactives, on en a beaucoup parlé ces 2 derniers jours, l'ONU estime que 803 nouvelles substances psychoactives sont arrivées sur le marché entre 2009 et 2016. Donc c'est aussi énorme. Donc une diversification d'un marché, un marché qui devient beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Et pour ce qui est de la consommation, c'est pareil. On voit une augmentation des niveaux de consommation pour les drogues principales, une augmentation d'autant plus importante pour les amphétamines. Vous voyez, 136% d'augmentation entre 2011 et 2016. Mais vous voyez, c'est quelque chose, une augmentation qui est vraiment à travers toutes les drogues. Et on a actuellement 275 millions de consommateurs de drogue à travers le monde. Donc pour ce qui est de l'objectif d'éradiquer, on n'est pas vraiment là. Après, on a regardé les impacts sur la santé. Donc, y a l'un des objectifs clés de la déclaration politique de 2009, c'était essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait réduire les risques et les dommages associés à la consommation. Et là, pareil, les résultats sont assez décevants. Donc, vous voyez ici l'impact donc sur le virus de l'hépatite C, du sida et la tuberculose parmi les usagers de drogues injectables à travers le monde est resté stable ces 10 dernières années. Donc il n'y a pas eu une augmentation, mais il n'y a pas non plus une diminution. Donc on voit que plus d'une personne sur 5 sont infectées par le virus de l'hépatite C aujourd'hui. Le virus du VIH, une personne sur 10, c'est quand même énorme. Après, il y a des régions dans lesquelles ça a diminué. Donc, Alexis a montré hier, je ne sais pas si vous étiez là, mais donc une diminution en Europe de la prévalence du virus du sida parmi les usagers de drogues injectables. Mais dans d'autres régions, en particulier d'Asie centrale, on voit une augmentation encore des niveaux d'infection, des taux d'infection. Vous avez aussi le problème de l'accès aux services de réduction des risques. Donc, il y a eu des améliorations. Donc, il y a plus de pays qui ont des services d'échange de seringues, des services de traitement à la méthadone. Mais de manière générale, seul un usager de drogue injectable sur 100 vit dans un pays qui offre un bon niveau d'accès au programme d'échange de seringues et au programme de traitement par substitution aux opiacés. Donc, on voit que ça reste extrêmement limité. Et quelque chose d'autant plus problématique et catastrophique, c'est l'énorme augmentation de décès liés à la drogue, à la consommation de drogue, donc une augmentation de 145%. Et donc pour les dernières estimations en 2015, il y avait 450 000 décès juste à cette année-là. Donc, et la moitié de ces décès est liée aux overdoses.
Après, de manière assez contradictoire, donc quand il y a d'un côté des gens qui décèdent par overdose, de l'autre côté, il y a une pénurie d'accès aux médicaments essentiels. Donc, c'est d'autres données de l'ONU qui montrent que 75% de la population mondiale n'a pas accès à un traitement antidouleur aujourd'hui. Pour ce qui est de l'impact sur les droits humains, là encore, une situation assez catastrophique. Donc, il y a encore 33 pays à travers le monde qui continuent d'appliquer la peine de mort pour les délits liés à la drogue. Et donc, il est estimé que presque 4000 personnes ont été exécutées pour délit de drogue entre 2009 et aujourd'hui. Il y a eu aussi une recrudescence des exécutions extrajudiciaires de personnes suspectées de dealer ou de trafiquer de la drogue. Donc ça, c'est une nouvelle tendance qui est très, très problématique, principalement en Asie du Sud-Est. Je pense que vous avez tous entendu un peu parler de Duterte et de sa politique anti-drogue aux Philippines. Et vous avez aussi une crise carcérale qui est très, très préoccupante, avec une personne sur 5 qui est aujourd'hui incarcérée pour un délit de drogue. Et quand vous regardez les nombres, c'est principalement des personnes qui sont incarcérées pour possession, pour usage personnel. Et après, donc quelque chose qui a été un peu mentionné aussi cette semaine, c'est des actes de torture et de mauvais traitements auxquels sont soumises les personnes usagères de drogue, mais aussi les personnes accusées de délits. Donc par exemple, dans pas mal de pays du Moyen-Orient, il y a encore des sanctions corporales. Donc on peut être victime de sanctions corporales en plus d'une incarcération pour délit de drogue. Pour ce qui est de la sécurité, pareil, il y a eu pas mal de problèmes liés à l'escalation, je ne sais pas si c'est l'escalation en français, mais bon, l'escalade, merci, de la guerre contre la drogue. Ça, au lieu de limiter le marché, l'ampleur du marché, ça a créé plus de violence. L'exemple emblématique, c'est celui du Mexique. Donc, en 2006, il y a eu une guerre contre la drogue qui a été lancée par le président Calderón, le président à l'époque, et qui a causé environ 150 000 décès et 32 000 disparitions, donc depuis 2006. En Colombie, il y a eu aussi énormément de problèmes liés à la violence et au marché. Et le problème, c'est que l'approche punitive a exacerbé les problèmes de violence, principalement dans les zones de culture de coca et contre les fermiers qui sont impliqués dans la culture de subsistance. Donc, ça, c'était ces 10 dernières années. Maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc aujourd'hui, il y a de nombreux défis. On est dans une situation assez différente de la situation où on était en 2009, mais aussi une situation très différente de là où on était en 2016 lorsqu'il y a eu l'UNGAS. Donc je voulais vous montrer un petit peu les grandes lignes régionales où on en est aujourd'hui. Et c'est très lié aux situations géopolitiques beaucoup plus larges, mais qui ont un impact quand on parle de la drogue et des politiques des drogues. Donc la première, c'est l'arrivée des conservateurs en Amérique latine. Donc ça, c'est important parce que l'Amérique latine, en 2016, ça a été vraiment la région qui était derrière les mouvements de réforme au niveau international sur la drogue. C'est d'ailleurs l'Amérique latine qui a poussé à ce que l'UNGAS ait lieu en 2016. Et ce qui s'est passé depuis, c'est qu'il y a eu un revirement politique dans la région et une arrivée des conservateurs dans les pays clés qui poussaient la réforme à l'époque. Donc, très, très récemment, la Colombie, où le nouveau président Duque est pro-éradication des cultures, etc. Donc vraiment une approche de guerre contre la drogue. Le Brésil, pareil, très conservateur. Le Guatemala, le président est accusé de crimes contre l'humanité. L'Argentine est aussi très conservatrice, question drogue, mais aussi dans les autres domaines politiques et civiques. Donc on est dans un retour au tout répressif dans la région, et aussi dans un contexte où la société civile n'a plus beaucoup d'espace pour pouvoir agir auprès de leur gouvernement et puis essayer d'influencer un peu les politiques nationales. De l'autre côté du monde, donc en Asie, j'en ai déjà parlé, c'est une crise de droits humains énorme. Donc on voit une recrudescence de la guerre contre la drogue aux Philippines depuis 2016, mais qui s'est propagée dans la région, dans d'autres pays aussi, en particulier en Cambodge, au Bangladesh, au Sri Lanka, en Indonésie, donc avec un retour vers l'application de la peine de mort, des exécutions extrajudiciaires et aussi des incarcérations en masse.
Il y a aussi ce que j'appelle l'effet Trump. On sait tous un peu les politiques que le président Trump aux États-Unis a mis en place à travers toutes ces politiques. Et la drogue n'a pas été une exception. Donc, de manière traditionnelle, les États-Unis, ça a été le pays de promotion de la guerre contre la drogue. Il y a eu un petit revers politique sous l'administration de Obama pendant quelques années, et maintenant on a un retour à une approche très punitive, malgré la crise sanitaire qui est liée aux overdoses dans le pays. On a aussi une crise politique au sein de l'Union européenne, donc l'Union européenne qui a été très instrumentale dans le contexte de l'UNGAS aussi pour promouvoir la réduction des risques, pour promouvoir les droits humains. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne est confrontée au Brexit, elle est confrontée à la crise des migrants, elle est confrontée à la montée du populisme en Europe de l'Est, et donc du coup, les politiques des drogues ne sont plus une priorité. On a aussi la régulation du cannabis, donc ça c'est important puisque c'est une grande remise en question du système international de contrôle des drogues et une remise en question des conventions en elles-mêmes. Ce qui est intéressant, et je voulais juste le mentionner brièvement, on pourra peut-être en parler pendant les questions-réponses, c'est que pour la première fois depuis 1935, il va y avoir une évaluation scientifique du cannabis et donc peut-être une revalorisation de la substance et de voir comment est-ce que la substance devrait continuer à être contrôlée au niveau international. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc le débat sur le cannabis est extrêmement important au niveau international. Et puis on a le front russe. Donc la Russie, au niveau international, dans tous les domaines, est assez... a pas mal de pouvoir, une voix très forte. C'est la même chose au niveau de l'ONU pour ce qui est de la drogue. Et donc la Russie mène un front très vocal de pays qui sont contre toute stratégie plus pragmatique vis-à-vis de la drogue, y compris la réduction des risques, y compris la décriminalisation ou la réglementation des marchés. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour notre système de contrôle des drogues ? Les prochaines étapes, c'est qu'il va y avoir un segment ministériel au mois de mars où les pays vont se rassembler. Donc on espère qu'il va y avoir quand même une discussion sur les impacts des politiques des 10 dernières années et que ça va influencer l'approche pour les 10 prochaines années. Donc pour le moment, on est dans une période de réflexion à l'ONU. Donc les gouvernements se rassemblent régulièrement. Très bien. Se rassemblent régulièrement à l'ONU, à Vienne, pour discuter des modalités pour le segment de mars 2019. Mais on est dans un contexte extrêmement difficile de polarisation extrême entre les différents pays du monde et une fatigue diplomatique. Les pays n'ont plus l'énergie de négocier et d'essayer de trouver un compromis qui est de plus en plus difficile à trouver. Donc nous, à l'IDPC, on a mis en place des demandes, donc des recommandations pour les pays en amont du segment ministériel. Le premier, c'est d'en finir avec un monde sans drogue. C'est impossible d'y arriver. Il y a un moment où il faut vraiment qu'on se dise il faut qu'on ait des objectifs beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus réalistes. Le deuxième, c'est qu'il faut vraiment qu'on continue à évaluer nos politiques des drogues, non plus vis-à-vis de est-ce qu'on peut éradiquer le marché, mais plus sur comment est-ce qu'on peut contribuer à la santé publique, à la protection des droits humains, à l'état de droit, à la paix, à la sécurité et au développement. Le troisième point, c'est qu'il faut débattre ouvertement des réalités de terrain. Et ça veut dire débattre des réalités de régulation, ce qui pose des problèmes et des tensions avec les traités internationaux, mais aussi débattre de ce qui se passe aux Philippines, par exemple, ou avec la mise en place de la peine de mort, et comment est-ce que ça a un impact sur les droits internationaux des droits humains, des droits de l'homme. Et enfin, quelque chose qu'on continue à explorer régulièrement, c'est en finir avec les approches punitives, mais aussi quelque chose qui a été mentionné à la cérémonie d'ouverture, c'est ne plus se centrer sur la substance, mais se centrer sur la personne. Donc les possibilités, et ça va être ma conclusion, les possibilités pour 2019, qu'est-ce qu'elles sont ? Pour le moment, on ne sait pas trop où les débats vont. Donc là, les débats évoluent, les positions évoluent aussi. Donc on va voir d'ici à mars 2019 ce qu'on va réussir à faire. Mais pour le moment, il y a plusieurs possibilités qui s'imposent. La première, c'est tout simplement une réaffirmation de, encore une fois, atteindre un monde sans drogue pour les 10 prochaines années. La deuxième possibilité, c'est de mettre plus l'accent sur la santé, les droits humains, le développement, et puis lier tout ça avec les objectifs du développement durable.
et le document donc, qui est sorti de l'UNGAS, qui est beaucoup plus centré sur ces thématiques-là. La troisième possibilité, c'est qu'il n'y ait aucun consensus et qu'on arrive à une impasse au niveau international. Et ça devient de plus en plus problématique, ou qu'on ait un mix des deux premières solutions. Donc une réaffirmation d'un monde sans drogue, mais aussi une petite approche santé, développement, etc. Donc ça, je pense que c'est ce qui va prévaloir malheureusement. Mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, il y a une déconnexion totale entre le national et le terrain, ce qui se passe sur le terrain, et l'international. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous encourage à voir notre rapport qui sera publié lundi. Et voici mes coordonnées si vous voulez plus d'informations.